Bonjour et bienvenue dans cette expression internétique ou d'éthique interne, c'est comme vous choisissez. C'est une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net, une vidéo de Que vivent nos relations TV. Et ça va être le quatrième épisode du thème sur la dépendance affective. J'avais répondu lors de l'épisode 3, donc lors de la troisième vidéo, à des questions de Virginie, en précisant que je ne répondais pas à toutes les questions. Donc il en restait encore et je vais répondre aujourd'hui parce que j'évoquais, je pense dans l'épisode 2, mais en tout cas j'évoquais dans une vidéo les rituels qui existent dans énormément de cultures, dans la plupart des cultures en fait. Quand je dis la plupart des cultures, dans ma tête j'inclus aussi celles qui ont été génocidées, celles qui n'existent plus mais qui ont fait partie de l'humanité. Et donc dans la plupart des cultures, il y avait des rituels pour passer à l'âge adulte, on va dire. Et d'ailleurs, du coup, dans ces cultures, il n'y a pas vraiment d'adolescence, il n'y a pas de crise, parce qu'on passe de manière efficace de l'enfance à l'âge adulte. Et puis Virginie me demandait si j'avais des références, quelles étaient ces cultures, etc. Alors au niveau référence, à part pour un exemple, je ne vais pas être très efficace parce que je ne les ai pas retenus, puis c'est pas le plus important, mais je vais quand même pouvoir décrire ce que moi j'ai rencontré plus ou moins directement sur cette question. Alors pourquoi ça a rapport avec la dépendance affective? Alors allez voir éventuellement la toute première vidéo sur la dépendance affective que j'ai faite il y a plusieurs années peut-être, en tout cas il y a pas mal de temps. Et puis j'en ai fait récemment une deuxième et une troisième. La troisième étant sur comment éviter de transmettre ça aux enfants. J'exprimais que j'avais pas spécialement de solution parce que justement il y a un problème culturel. Et donc comme c'est un problème culturel, c'est très compliqué d'en sortir puisque notre vie est totalement intriquée dans notre culture. Donc aujourd'hui, c'est toujours intéressant et humble de s'inspirer de ce que font les autres cultures quand elles font quelque chose de plus pertinent que nous, quand elles ont des réussites dans des domaines que nous n'avons pas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes une machine en Occident, et pas seulement en Occident, mais en Occident, notre culture, c'est une machine à produire des êtres dépendants affectifs, des êtres en manque, des êtres finalement pas matures sur le plan affectif. Mais il faut comprendre, le plan affectif, c'est pas juste je cherche ma chérie ou mon chéri, c'est quelque chose de très fondamental pour un humain, parce que c'est la base de la dépendance affective, c'est simplement que j'ai des manques relationnels dans l'enfance, à un âge où je ne peux pas prendre en charge tous mes besoins relationnels. Je ne suis pas assez responsable, je ne suis pas assez mature, des tas de choses que je ne peux pas faire. Et donc ce sont mes parents, ou en tout cas les adultes autour, qui peuvent s'occuper de mes besoins relationnels. Et s'ils ne s'en occupent pas, ou s'ils n'ont pas le temps, peu importe les raisons, je vais là être obligé de me poser des questions sur mes capacités à être aimé, à être intéressant, bref, à recevoir des choses relationnelles, ce qui ne devrait jamais exister parce que ça n'a aucun sens. Bref, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai exprimé, mais voilà. Et du coup, les rituels qui font que je deviens adulte, c'est-à-dire que je deviens autonome sur le plan d'accéder à mes capacités à résoudre mes besoins, vitaux, donc les besoins physiologiques et les besoins relationnels, c'est ça le fait de sortir de la dépendance affective. C'est quand je vis, parce que tout le monde est capable, personne n'est incapable, mais par contre je peux avoir créé dans ma vie la croyance que je ne suis pas capable, et des peurs trop grandes qui m'empêchent de vivre tout ce qui me rendrait compétent, ou tout ce qui me permettrait de commencer à m'entraîner, à devenir autonome sur tous ces plans-là. Et donc les rituels dans les autres cultures visent à ça. Alors, vite passons à ces rituels, parce que c'est ça qui compte. Encore une fois, si c'est un peu brouillon là, le lien avec la dépendance affective, allez voir toute la série, ça sera plus simple. L'exemple le plus fort que je connaisse, qui m'a été transmis directement, entre quatre yeux, m'a été transmis par un chef héréditaire algonquin, et très possible que j'ai déjà parlé de lui dans d'autres vidéos, qui s'appelle Capito Tac. Son nom de contribuable, je crois que c'est comme ça qu'il dit,
c'est lui-même qui dit son nom de contribuable, c'est Dominique Rankin, puisque c'est un citoyen québécois par force, alors qu'en fait c'est un vrai habitant du territoire où il habite. Et donc il y a plein de choses qui me viennent, mais bon, je ne vais pas partir sur ce sujet, c'est pas la question. Et donc Dominique Rankin, je dis Dominique Rankin parce que du coup il a écrit un livre qui s'appelle On nous appelait les sauvages. Et donc si ce que je vous dis vous intéresse, voilà la référence, hein, Virginie. Dominique Rankin, On nous appelait les sauvages. Il va y avoir à la fois le témoignage de ce que je dis, mais énormément d'avantages. Et donc précisément sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, lui il avait 12 ans quand il a décidé qu'il était prêt à vivre le fameux rituel. Donc il savait qu'un jour dans sa vie, pour passer à l'âge adulte, ça c'est notre conception à nous, hein, c'est probablement des conceptions différentes dans sa culture, mais pour devenir autonome, indépendant, pour être un guerrier, je sais pas comment c'est conçu dans sa culture, pour passer cette étape, c'était su qu'il devait à un moment donné aller chercher son animal totémique, c'est comme ça qu'on traduit. Dans son cas c'était un ours, l'animal totémique. Et donc à 12 ans, quand il a dit à ses parents je suis prêt, concrètement ça a impliqué qu'il aille à une demi-journée de marche de l'endroit où ses parents habitaient, et qu'il parvienne à alors je vais essayer de le dire comme il m'a expliqué que ça se pense dans sa culture, et qu'il parvienne à faire accepter à un ours de faire fusion avec son esprit. Je pense que c'est quelque chose comme ça, si j'ai bien compris, mais probablement que je déforme des choses par ma propre culture. En tout cas, il m'a bien expliqué que donc, nous on dirait qu'il devait tuer un ours à 12 ans, tout seul, dans la nature, mais il m'a expliqué que tuer ça n'existe pas dans sa culture. Le mot tuer, on ne tue pas, on demande à l'esprit de faire un avec le sien, parce que l'idée elle est là, et puis je vais dire ce que j'en ai compris, hein, qui est forcément un peu décalé parce que j'ai pas toute l'expérience et la culture pour comprendre exactement son expérience, bien sûr, hein. Donc j'ai conscience quand j'en parle de la détourner forcément, même si je fais de mon mieux pour pas la détourner. Et donc voilà, il a passé 9 jours, 8 nuits tout seul à 12 ans, donc à devoir subvenir à tous ses besoins vitaux, pour trouver un moyen d'avoir l'ours qui fait un avec lui, qui constitue un piégeage, un piège où il précise que l'animal ne souffre absolument pas quand il accepte d'aller dedans, puisque le conçoivent comme ça. Et il y a eu tout un vécu, toute une rencontre avec cet ours, des tas de choses intéressantes. Voilà. Donc voilà par exemple ce que ça représente. Donc comprenez psychologiquement qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que voilà, j'ai 12 ans, je suis à une demi-journée de marche de mes parents, j'ai un problème, je peux pas dire ah papa ça va pas, qu'est-ce que je dois faire, ou maman allez s'il te plaît aide-moi, ou alors voilà, non. Je dois aller puiser en moi toutes les ressources psychologiques pour être entièrement autonome et entièrement responsable vis-à-vis de ma vie d'être humain. À la fois subvenir à mes besoins physiologiques, parce que là c'est le cas, pendant 8 jours il s'est nourri, il s'est abrité, etc. Et en même temps subvenir aux besoins relationnels, parce que même si c'est pour 9 jours, là en l'occurrence il est tout seul. Donc il doit être autonome, il doit apprendre à être autonome, pas paniquer sous prétexte qu'il est seul, cette fameuse peur d'être seul que la plupart des Occidentaux ont et qui leur fait rester dans des relations très toxiques le plus souvent, ou qui leur fait faire des choix très particuliers dans leur vie. Donc là, simplement, il est confronté à cette peur, et bien davantage. Il y a un autre aspect qui m'intéresse, peut-être c'est moi qui projette, mais l'aspect de faire un avec un animal, c'est aussi très important, parce que c'est un peu comme si je remplace l'espèce de cordon ombilical affectif que j'ai avec papa-maman, et peut-être davantage aussi mes frères et sœurs ou d'autres gens de la tribu, etc. Je remplace ça par un esprit d'un ours, c'est-à-dire que je fais un avec un ours,
Et donc c'est une manière aussi très symbolique de devenir autonome, parce que l'ours concrètement c'est pas un ami à qui il va parler comme dans les dessins animés, c'est-à-dire que ça va quand même être lui qui a intégré quelque chose et qui va être concrètement autonome. Alors symboliquement ça devient je fais un avec un ours, et je peux vous dire que moi j'ai parlé à Capitotac, je sais pas, peut-être qu'il approchait la soixantaine, hein, je me rends pas trop compte exactement, j'ai pas fait les calculs, mais voilà, donc c'était bien longtemps plus tard, et la peau de l'ours il l'avait toujours, et les griffes de l'ours il les avait toujours à son cou à ce moment-là, hein, donc c'est pas des choses qu'il a gaspillées, c'est pas des choses qu'il a considérées légèrement, hein, de tuer cet animal. Et donc effectivement il y a quelque chose un attachement affectif, et qui est même plus qu'affectif, très fort, mais avec une essence, l'essence de ce que représente l'ours. Et pour lui, l'ours faisait un avec lui. Donc quand il a besoin d'être un ours, il a les ressources pour être un ours. Voilà, pas besoin d'aller demander à papa, maman. Donc voilà l'idée. Donc Virginie, il ne te reste plus qu'à aller tuer un ours maintenant. Peut-être tu peux choisir une guêpe comme animal totémique, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc bien sûr que je ne conseille pas de faire ça, c'est pas l'idée. L'idée c'est de témoigner de comment ça se passe dans les autres cultures. Et puis j'ai repéré que c'est un peu la même histoire tout le temps. Je vais donner un autre rituel que je connais, c'est dans une autre culture amérindienne, Amérique du Nord aussi. Et donc là, alors des fois il y a des rituels pour les garçons et des rituels pour les filles. Donc là, ce que je vais dire, honnêtement, je ne sais plus si c'était pour tous les enfants ou que pour les garçons. Et le rituel consistait, donc toujours pareil, à un certain âge. Je pense que souvent il est choisi par les enfants eux-mêmes, parce que évidemment ça doit faire partie de leur décision, sinon on n'est pas dans quelque chose d'autonome. En Occident, on a 18 ans, on n'a rien fait et ça y est, on est majeur, donc ça n'a aucun sens psychologique. C'est un sens administratif, mais là-dedans la psychologie elle est totalement méprisée. On fait comme si on est des dossiers dans des bureaux, quoi. Donc non, nous sommes des êtres humains, donc ça suffit pas à 18, de passer de 17 ans 365 jours à 18 ans pour devenir affectivement autonome. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est quand même un manque de conscience absolument béant, hein, que nous avons là. Donc dans cette autre culture, l'enfant, donc le jeune adulte, celui qui va devenir adulte, doit passer la nuit entière assis sur une chaise, les yeux assis, je sais pas si c'est sur une chaise, assis, les yeux bandés dans la forêt, à accepter d'entendre les bruits, accepter la peur, encore une fois, d'être face à la peur d'être seul. Et donc, puisque je me retrouve seul, je suis obligé par l'expérience d'aller trouver comment, parce que c'est quelque chose de concret, c'est des tics psychologiques, c'est des déblocages, c'est des réseaux de neurones qui se construisent. Comment je vais puiser dans mes ressources propres, autonomes, comment je deviens un être autonome. Et après, ça ne veut pas dire que je vais devoir rester seul le reste de ma vie, ça veut dire que je suis enfin autonome et que je suis libre de m'associer ou pas. Et je n'ai pas une peur d'être seul qui va me faire prendre des décisions uniquement par peur. Et donc là, donc c'est le père qui l'amène dans la forêt, qui l'amène à l'endroit où il doit rester. Et puis du point de vue de l'enfant, le père s'en va, il reste là, il doit passer toute la nuit. Et il n'a le droit d'enlever son bandeau que quand il y a les premières lueurs du jour. Et quand il enlève son bandeau, aucun enfant ne sait ça. Mais en fait, le père est resté toute la nuit silencieux à côté de l'enfant. Donc là, ça c'est une culture où ils font très attention à la sécurité de l'enfant. Dans le cas de Capitotac, lui il se retrouve tout seul à 12 ans. Après, Capitotac c'est un chef héréditaire, hein, donc peut-être qu'il a aussi une expérience un peu plus costaud que les autres, je ne sais pas ça. Je ne sais pas si tous les enfants dans leur culture ont des pratiques similaires pour passer ce cap, ou si lui il en a eu un peu plus difficile. Et donc je reviens à la nuit, voilà, l'enfant, donc peu importe qu'il était seul ou pas, il a vécu qu'il était seul, puisqu'il ne savait pas que son père était resté, donc il a dû puiser dans ses ressources de toute façon. Et donc il a vécu qu'il était seul, etc. Et voilà, c'est pas tellement important après de chercher les références, etc. L'idée c'est de comprendre exactement ce dont il s'agit comme cap. On n'est pas obligé de faire des rituels de cet ordre. L'idée c'est de comprendre que par contre il faut accepter les expériences qui nous amènent à aller chercher nos ressources propres au lieu d'appeler quelqu'un, que ce soit mon psy, que ce soit mes amis, mes parents,
mon copain, ma copine ou mes enfants. Il y a des parents qui retransfèrent tout sur leurs enfants qui deviennent leurs parents à eux. Donc voilà, c'est très simple, c'est vraiment très simple, c'est une expérience à vivre et puis à réussir, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas comment avoir ce déclic psychologique pour dire bon là maintenant je suis seul et c'est pas un problème parce que j'ai toutes les ressources qu'il faut pour faire face à tout ce qui peut m'arriver. C'est ça le vécu du non-dépendant affectif. C'est la personne qui sait, et elle le sait pas parce qu'elle a compris dans sa tête, le comprendre ne sert rigoureusement à rien, elle le sait parce qu'elle en a fait l'expérience, et si elle a fait beaucoup l'expérience, elle le sait très profondément, si elle a fait peu d'expérience, elle le sait de manière un peu plus légère. Donc c'est une personne qui sait que elle a toutes les ressources intérieures pour faire face à tout ce qui peut lui arriver. Voilà, c'est ce genre, et des expériences comme ça dans la vie, on en a plein, mais souvent on les fuit. Parce qu'on a, nous, d'énormes possibilités de ne pas faire face à ces expériences et d'entretenir par contre une dépendance avec quelqu'un, avec une autre personne. Donc j'espère que j'ai réussi à être clair sur ce que c'est ces rituels, ce qui nous permettent, moi c'est ça mon but, hein, encore une fois là je suis pas en train d'inviter à ce que vous reproduisiez ces rituels, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas mon but là c'est que à travers ces rituels on comprend ce qui sont des processus que moi j'aurais tendance à dire naturels et normaux des humains et qui n'existent malheureusement pas dans notre culture, et c'est une énorme lacune, énorme. Et puis il n'y a pas que ça, hein, comme problème lié à la dépendance affective, hein, j'en ai déjà évoqué plein d'autres, mais ce passage-là, en tout cas, il est crucial, même s'il n'est pas suffisant, et on ne peut pas se satisfaire que de ça. J'avais bien exprimé aussi que la réduction de l'équipe parentale est un énorme problème, mais voilà, donc c'est tous ces observations humbles qu'on peut faire avec des cultures qui se débrouillent mieux que nous sur ces plans-là, qui nous permettent de comprendre mieux ce qu'on peut vivre. Et puis, donc que ce soit vous avec vos enfants, que ce soit vous maintenant en tant qu'adulte, si vous vous rendez compte que la peur d'être seul, c'est quelque chose qui est présent en vous, bah, faites-vous le cadeau de sortir de ça, parce que c'est un poids absolument gigantesque. C'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas considérer comme normal. Je pense que vivre que j'ai la peur d'être seul, c'est quelque chose qui devrait être considéré comme aussi grave que m'être cassé la jambe, quoi. Et peut-être que c'est même beaucoup plus grave. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit sur ce sujet? Je pense que oui. Si vous connaissez d'autres rituels, en commentaire, enrichissez, témoignez, partagez. Ça peut être très intéressant. Il y en a beaucoup. Il y a des rituels aussi où les enfants sont confrontés à la douleur. En Amazonie, je me souviens, c'était des enfants, alors soit ils mettaient les mains dans... Donc, enfin je dis les enfants, mais du coup voilà, c'est plus des enfants. Ils mettaient les mains dans des gants avec des fourmis, mais apparemment ces fourmis ont un poison, ou je ne sais comment, un acide, ou je ne sais pas ce qu'elles utilisent pour piquer, pour mordre, ou pour projeter, qui est une des douleurs les pires apparemment, enfin une douleur vraiment excessivement violente, et ils doivent vivre cette douleur. Donc des fois ça passe par la douleur aussi. J'avais vu aussi quelque chose avec des abeilles. Les enfants devaient monter et accepter de se faire piquer par les abeilles et de passer ce cap d'être seul face à la douleur. Donc voilà, ça c'est un peu brutal aussi. Bon après je sais pas si c'est plus brutal que de devoir prendre l'esprit d'un ours. Bon vous voyez, encore une fois c'est surtout l'essence de l'expérience qu'il s'agit de comprendre à travers tous ces différents exemples. Et j'espère que c'est suffisamment clair maintenant pour que ça puisse vous aider. Ça va permettre si j'ai pris tous ces exemples, de vraiment sortir de cette idée que la dépendance affective c'est lié au couple et à tout le côté amoureux, etc. Je vous montre à travers ces exemples que l'essence et l'enjeu de la dépendance affective est bien plus profond que ça. C'est vraiment cette bascule d'autonomie, c'est-à-dire est-ce que je dépends d'un autre humain pour répondre à mes besoins personnels, parce que quand je suis enfant, j'ai expliqué dans les autres vidéos pourquoi c'est un peu fusionné les besoins physiques et les besoins relationnels. Donc tant que c'est fusionné, de toute façon, toute expérience, qu'elle soit liée à la douleur, qu'elle soit liée à répondre à mes besoins physiques ou qu'elle soit liée à des choses affectives, relationnelles, finalement c'est des potentiels pour être autonome globalement. De toute façon, si je me sens autonome, ça je l'ai bien exprimé hein, dans les vidéos précédentes, si je me sens autonome pour répondre à mes besoins
physique, donc de me nourrir, de m'abriter, etc., c'est beaucoup plus simple d'être autonome aussi sur le plan relationnel. Je dis pas que c'est suffisant, mais je dis voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je remercie Virginie d'avoir posé la question. J'ai mis un peu de temps pour répondre à celle-ci, mais voilà, c'est fait maintenant. Au revoir.